Les pourparlers de paix entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 sous médiation qatari à Doha n'ont pas respecté la date limite convenue pour la signature d'un accord, une situation qui ravive les inquiétudes sur la stabilité dans l'est de la RDC où les combats se sont intensifiés ces derniers mois. Quel enjeu, quel blocage et quel avenir pour cette paix fragile? Alors, je pose la question, je commence par vous, M. Germain. Que révèle cette impasse sur la faisabilité de ces négociations? C'est des négociations très difficiles. Il faut rappeler que c'est une guerre qui a démarré, qui a commencé il y a plusieurs années. C'est l'un des conflits les plus complexes que l'Afrique à gérer, et dire au passage qu'il y a eu quand même un petit miracle qui a été fait en fin juin par le président américain Donald Trump, qui a réussi, à la surprise de tous, à faire signer un accord entre le Rwanda et la RDC, un accord de paix, l'accord de Washington. Et dans la foulée, on sait qu'il y a plusieurs médiations donc autour de ce conflit-là. Il y a une médiation menée par l'Union africaine, donc qui est dirigée par le président togolais, le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé. Et il y a une médiation qui est entamée, c'est celle dont on parle justement par le Qatar, qui a aussi réussi le miracle de réunir pour l'une des rares fois le président Tshisekedi et le président rwandais donc à Doha. Et dans la foulée, donc, il y a eu un accord de cessez-le-feu qui a pu être signé le 19 juillet 2025. Cet accord-là de cessez-le-feu prévoyait la signature d'un accord le 18 août, donc date qui vient d'être périmée. Cet accord de cessez-le-feu avait exigé que le 8 août déjà, que les négociations commencent, et qu'au plus tard, le 18 août, donc un accord soit signé. Malheureusement, on constate donc pratiquement 2 jours après que le cessez-le-feu n'est pas effectif sur le terrain parce qu'il y a toujours des combats. Et on constate aussi que cet accord-là, parrainé par le Qatar, n'a pas été signé, même si le Qatar affirme au passage que toutes les parties sont toujours dans le jeu et sont donc. Il y a le M23 qui réclame la libération de prisonniers. Oui, il y a donc des exigences. Le M23 qui réclame qu'on libère 700 personnes qui sont détenues. Il demande aussi qu'on transfère les prisonniers donc à Goma. Et pendant ce temps, Kinshasa aussi estime que le M23 a poursuivi les combats sur le terrain. Il faut arrêter. Le M23 aussi qui attaque Kigali en estimant que les attaques aussi de Kigali continuent sur le terrain. Donc, ça dit que on est dans une situation complexe, mais je pense que le médiateur rassure, il dit effectivement qu'à son niveau déjà, il a envoyé les projets d'accord aux deux parties et que ces deux parties restent impliquées dans ce processus-là qui doit venir compléter l'accord de Washington qui a été signé en fin juin 2025 sous la houlette du président Trump. Et il faut aussi rappeler que les Américains continuent aussi par faire pression pour que la RDC et les groupes armés donc dans le processus du Qatar, que les choses aboutissent pour qu'on ne revienne plus en arrière. Vous avez l'impression, M. Dieudonné, que le M23 est plus réticent à aller à cet accord de paix ou plutôt le gouvernement? Non, mais est-ce que c'est une question d'impression sur un camp ou un autre? Moi, j'ai toujours parlé de la fragilité de ce processus de paix qui, à mon humble avis, n'a pas pris les racines nécessaires pour s'imposer aux protagonistes du terrain, d'autant plus que, entre-temps,
on parle de négociation, on parle de discussion, mais on parle aussi d'avancer sur le terrain. Qui est la partie qui évolue beaucoup plus sur le terrain en ce moment? C'est toujours le M23. Eh bien, Kinshasa, qui parle beaucoup plus d'une diplomatie, mais qui n'agit pas aussi sur le terrain en termes de respect. Un signe de respect, d'ailleurs, de certaines conditions pour favoriser les discussions. C'est-à-dire libérer des prisonniers? Libérer les prisonniers ne sont pas des préalables que le M23 fixe. Ces préalables-là sont parallèles à des avancées qui sont constatées encore sur le terrain. Je ne pense pas que le M23 avait imposé ce préalable avant de continuer par attaquer sur le terrain. Le dernier accord de Washington a été signé et bien après la signature de cet accord, le M23 a continué toujours à avancer sur le terrain, ayant pris encore 2 localités qui ne sont pas des moindres. Cela voudrait dire tant qu'on n'arrive pas à imposer un silence par la force, eh bien, on n'ira pas forcément vers un accord sérieux. Aujourd'hui, Doha devait être signé le 8 août dernier. Le 8, si j'ai bonne mémoire, 18. Le 18 août dernier. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Alors, cela veut dire, le timing est dépassé. Et pourtant, on se dit que les discussions se poursuivent entre les deux parties. Et le représentant de Doha parle des implications positives. Cela voudrait dire, pour Doha, certes, la date n'est pas respectée, mais il y a quand même des choses à mettre aux actifs des discussions. Mais sur le terrain, moi je trouve qu'il y a une partie qui n'est pas sur le terrain, c'est bien le pouvoir de Kinshasa. Mais l'autre partie, le M23, lui continue toujours par avancer dans sa vision d'occupation. N'oubliez pas, la réelle vision du M23, c'est d'occuper la majeure partie de l'espace de l'Est de la République démocratique du Congo. Et ça, il ne perd pas de vue sur cette vision. Par contre, de l'autre côté, on parle des accords qui vont être signés. Et pourtant, ces accords ont commencé par être, je ne dirais pas boycottés, mais ces accords ont commencé par dribbler de calendrier. Mais cela n'a pas empêché que le M23 fasse son assise comme cela se doit sur le terrain. Alors, est-ce que je doute de la sincérité des deux parties? Je ne doute pas de la sincérité des deux parties, d'autant plus qu'il y a un parti déjà qui compte sur une médiation de Washington pour pouvoir mettre fin à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et Washington a dit OK à cela. Un accord a été signé. Mais cela n'a pas empêché quand même que la réalité sur le terrain évolue. Et tout, moi je reviens sur le discours selon lequel vous ne pourrez pas aller à un accord pacifique durable aujourd'hui si vous ne mettez pas de bons poids sur le balançoire pour pouvoir maintenir l'équilibre. Il n'y a pas de l'équilibre aujourd'hui avec l'armée congolaise vis-à-vis du M23. Il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire, vous pensez que le M23 est techniquement trop puissant face à l'armée? Ce n'est pas moi qui le dis. Même la RDC l'a affirmé. Eh bien, les faits l'expliquent si bien que le M23, techniquement, militairement, est beaucoup plus présent, tactiquement, est beaucoup plus présent sur le terrain et a beaucoup plus la force d'avancer, si elle veut. Maintenant, qu'est-ce qui empêche la République démocratique du Congo d'imposer aussi ses limites? Et on a l'impression que le nœud du problème se trouve au niveau de la libération des prisonniers. On a l'impression que le M23 n'attend que cela pour pouvoir également mettre de l'eau dans son vin. Bon, vous savez que les négociations sont toujours compliquées. Il faut monter la barre pour espérer obtenir ce qu'on veut réellement. Quand on va à une négociation, on ne dit pas directement ce qu'on veut. On exagère dans les revendications avec l'espoir d'obtenir après ce à quoi on aspire ou ce qu'on veut effectivement. Alors quand le M23 réclame la libération de 700 personnes et le transfert des détenus à Goma, ils savent que c'est une revendication difficile à appliquer s'il n'y a pas déjà une exécution d'un accord. Et au même moment aussi, Kinshasa demande que le M23 se retire des territoires qu'il occupe déjà, ce que le M23 n'acceptera jamais s'il n'y a pas un accord
qui prévoit tout ça, ce départ. Et donc, il y a quand même des revendications politiques, il y a des revendications sécuritaires, il y a des revendications sociales, voire économiques. Et il faut que tout soit prévu dans l'accord. Et je crois que le Qatar a fait un travail assez remarquable. Le premier draft de l'accord est déjà signé, il est aux mains des deux parties qui doivent donner les dernières observations. Le Qatar a réussi ce que beaucoup n'espéraient pas, c'est de mettre à table la RDC et le M23, parce que dès le départ, la RDC avait refusé de négocier avec le M23. Alors si aujourd'hui ces négociations-là sont faites, et si les deux pays, parce que pendant longtemps la RDC disait que c'est le Rwanda qui est derrière, maintenant il y a déjà un accord avec le Rwanda qui prévoit un peu tout soutien au groupe armé, un certain nombre de choses. Donc le président Trump actuellement met la pression pour que cet accord de Doha soit signé, parce que c'est l'accord qui va venir compléter l'accord de Washington. Et après, vous avez ce conseil de surveillance conjointe composé par Donald Trump, par l'émir du Qatar et le président Farouk Singbe, qui vont surveiller l'application sur le terrain, recenser les plaintes, et puis voir comment régler tous les problèmes qu'il y aura dans l'exécution de cet accord-là. Je pense que le Qatar a bien fait de fixer d'abord la date du 8 août pour commencer la négociation et celle du 18 août pour boucler l'accord. Oui. C'est une pression que le Qatar a mis sur ces deux parties-là. Et je crois que les Américains aujourd'hui se disent que si cet accord de Doha n'est pas signé, ça va être difficile d'appliquer l'accord de Washington. Donc les pressions américaines aussi vont continuer. Et aujourd'hui, les revendications qui sont faites de part et d'autre, libérer les prisonniers, libérer les territoires occupés par le M23, tout cela ne pourra être possible qu'au moment où l'accord va commencer par être exécuté. Je pense que l'assurance du Qatar nous rassure, parce qu'encore une fois, ce pays est un pays qui est un grand négociateur. On a vu dans la crise entre la Russie et l'Ukraine, le Qatar a réussi à faire libérer plusieurs prisonniers politiques. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans plusieurs parties au monde qui se font grâce à la médiation qatari. Et j'espère que très bientôt ça va se faire. Et c'est vrai qu'il y a eu un deadline qui a été dépassé il y a 3 jours. Donc en principe cet accord devait être signé. Ce n'est pas fait, mais je crois que dès qu'il le sera, les deux accords vont se compléter. Et le Conseil de surveillance conjointe avec le médiateur de l'Union africaine, le président Trump et l'émir du Qatar, vont travailler à la mise en œuvre de cet accord ou de ces accords. Et ça va être aussi une autre paire de manches là-bas, parce qu'il y aura aussi des violations des accords. Oui. Et il va falloir être sur le terrain, régler les différends, proposer des solutions. Mais en même temps, on peut être optimiste, parce que ce chemin parcouru en si peu de temps est un grand chemin, parce qu'il y a eu plusieurs présidents américains avant Trump qui n'ont jamais pu n'obtenir qu'un tel un accord comme celui de Washington. Il y a eu plusieurs médiations qui n'ont pas réussi à mettre déjà sur la même table de présidents comme l'ont réussi les Qataris. Et puis il y a cette médiation africaine menée par le président togolais, qui est assez proche des deux présidents, qu'il rencontre régulièrement. Le président togolais qui rencontre Kagame, avec qui il est en très bonne relation. Il est également en de très bonnes relations avec le président Tshisekedi. Et donc toutes ces énergies-là ensemble, je pense qu'on n'est pas bien loin de la résolution de la crise à l'est de la RDC, parce que il y a beaucoup d'argent aussi en jeu. Vous pensez qu'on pourrait arriver à une résolution définitive sans justice et désarmement complètement? Non, tout ça va être progressif, parce que c'est une question de sécurité aussi. C'est pas parce qu'on a signé un accord qu'un camp va se livrer facilement à l'autre. Oui. Au risque de périr. Chacun a besoin des garanties sécuritaires dans l'exécution de ces accords-là. Je pense que c'est pour cela que ce conseil de surveillance conjointe composé du président américain, du président togolais et de l'émir du Qatar
est très important parce que sur le terrain, ça va être, c'est ce que je disais, une autre paire de manches, que chacun respecte les engagements qu'il a pris. Déjà que c'est difficile de prendre les derniers engagements, mais je pense que ça va se faire. Mais après les respecter, parce qu'il y a déjà un cessez-le-feu qui a été signé le 19 juillet qui visiblement n'est pas respecté, mais ça ne peut pas être, ça peut pas se faire autrement puisqu'il n'y a pas un dispositif pour surveiller le respect de cet accord-là, mais avec le Conseil de surveillance conjointe, je crois que ça va se faire. On va espérer que le Qatar réussisse à faire signer ce document qu'il a déjà distribué aux deux parties qui feront leurs dernières observations et que cet accord de Doha complète celui de Washington pour espérer dans quelques mois, peut-être dans quelques années, voir la paix revenir dans cette partie de la RDC, voir ces populations-là, dont on ne parle pas assez, mais qui ont dû quitter leur territoire, qui ont dû abandonner tout, et qui vivent dans des difficultés énormes depuis plusieurs années. Oui, effectivement. Alors, dernière pause dans Regard croisé. On revient tout à l'heure pour terminer avec le Togo.